Dans le cadre du 26e Printemps lesbien de Toulouse, la librairie Ombre Blanche, partenaire de la manifestation, accueillait mercredi 16 avril 2025 la sociologue et anthropologue Natacha Chetcuti-Ossorowicz, autrice en 2010 de Se dire lesbienne, vie en couple, sexualité et représentation de soi. Elle présentait ce jour-là son ouvrage La pensée wittig, une introduction aux éditions Payot Rivage, coécrit avec Sarah Garbagnoli, en dialogue avec Cathy Barasque. La rencontre était présentée par Jacqueline Julien, cofondatrice du Printemps lesbien. Waouh, ce printemps lesbien, mais alors, waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup. Hein. Alors, c'est des merci dans les deux sens, évidemment, puisque on est tellement contente de recevoir à nouveau Natacha. Non, merci. Vraiment, bienvenue Natacha. Natacha Chetcuti-Horowicz. Horowicz, pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi. Bon, excusez-moi, je le dis très bien d'habitude. Et bien sûr présenter, je dis bien sûr parce que c'est une complicité qui s'est établie au fil des années, complicité intellectuelle, naturellement, politique, et parce que ce lieu dans la littérature, la sociologie, la philosophie est un lieu politique protégé, que nous protégeons avec l'amitié d'Ombre Blanche qui nous accueille donc fidèlement depuis, parce qu'on est dans le 26e Printemps lesbien, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, celles qui sont là. Ouais. Alors, on accueille donc Natacha qui, avec Sarah Garbagnoli, a publié le livre Pensée Wittig, enfin une introduction à la pensée de Wittig, et ça, c'était nécessaire. En fait, il y a eu beaucoup d'ouvrages consacrés à Wittig, on le sait, depuis l'année Wittig et puis depuis la redécouverte de cette œuvre majeure de la pensée lesbienne et sur le langage genré que nous sommes obligés de parler, on le sait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Sarah ne pouvait pas forcément venir en même temps qu'elle, enfin les deux co-autrices ne pouvait pas venir, mais Sarah, vous la connaissez, elle est venue déjà ici présenter un livre où elle avait décrit la folie furieuse des religieux et extrême droite, droitistes donc du Vatican, enfin comment le Vatican vitupère contre ce qu'ils appellent la théorie du genre, la théorie comme si c'était quelque chose de vraiment comme un poison dont il fallait se garder. Et donc, elle est venue présenter son livre. Alors là, bon, voilà, c'est Natacha qui offre sa vision avec celle de Sarah sur Wittig et interloquée par Cathy, notre philosophe et amie et coprogrammatrice du Printemps lesbien. Voilà, je vous laisse l'écouter et voilà, à vous. Alors, Jacqueline a présenté, mais je vais y revenir dans un instant, a présenté Natacha qui, d'une certaine façon, se retrouve toujours chez elle ici. Donc, voilà, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que d'un commun accord avec Natacha, j'ai décidé, pour entrer dans le vif, dans le vivant aujourd'hui de cette fin d'après-midi, de lire un passage qui est un passage des guerrières, donc de Monique Wittig. Et ensuite, nous entrerons dans la pensée. Enfin, quoi qu'elle soit déjà là. Non, ça va. Elles disent, ils t'ont tenu à distance, ils t'ont maintenu, ils t'ont érigé, constitué dans une différence essentielle. Elles disent, ils t'ont, tel quel, adoré, à l'égal d'une déesse, ou bien ils t'ont brûlé sur leur bûcher, ou bien ils t'ont relégué à leur service dans leurs arrière-cours. Elles disent, ce faisant, ils t'ont toujours dans leur discours traîné dans la boue.
Elles disent « Ils t'ont dans leur discours possédé, violé, prise, soumise, humilié, tout leur sou. » Elles disent que, chose étrange, ce qu'ils ont dans leur discours érigé comme une différence essentielle, ce sont des variantes biologiques. Elles disent « Ils t'ont décrite comme ils ont décrit les races, qu'ils ont appelées inférieures. » Elles disent « Oui, ce sont les mêmes oppresseurs, dominateurs, les mêmes maîtres qui ont dit que les nègres et les femelles n'ont pas le cœur, la rate, le foie à la même place qu'eux. Que la différence de sexe, la différence de couleur signifie l'infériorité, droit pour eux à la domination et à l'appropriation. Elles disent oui, ce sont les mêmes oppresseurs, dominateurs qui ont écrit des nègres et des femelles, qu'ils sont universellement fourbes, hypocrites, rusés, menteurs, superficiels, gourmands, pusillanimes, que leur pensée est intuitive et sans logique, que chez eux, la nature est ce qui parle le plus fort, et etc. Elles disent, oui, ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs qui dorment, couchés sur leur coffre, pour protéger leur argent, et qui tremblent de peur quand la nuit vient. Voilà, ce texte, j'avais envie de le lire pour qu'il se joigne, que nous, ce nous de Wittig, se joigne à ce que nous avons partagé hier et ce que nous partageons depuis le premier week-end avec des voix comme la voix d'Audre Lorde, en passant évidemment par Virginia Woolf hier, et puis avec Sappho quelque part, partout, toujours. Alors maintenant je vais quand même dire quelques petites choses sur Natacha Chedkuti-Ossowitz. Je n'ai rien oublié. Merci. Donc Natacha est sociologue. Elle est docteure en anthropologie. Excusez-moi, je prends mes autres lunettes. Elle est... Non, je disais juste que je prenais mes lunettes. Donc, elle est docteure en anthropologie sociale. Aujourd'hui, elle est maîtresse de conférences en sociologie, habilitée à diriger des recherches au département des sciences humaines et sociales de Centrale Supélec. Et, je le sais, elle est depuis quelques semaines ou quelques jours professeure des universités. Qualifiée professeure des universités. Elle est en même temps chercheure permanente au laboratoire du changement social et politique, Université Paris-Cité. Alors, rapidement, parce que ce serait un petit peu long, je rappelle que tes travaux, je crois que nous le savons, portent sur les violences de genre, sur la sociologie carcérale, ça je sais que c'est très important pour toi, sur l'épistémologie féministe matérialiste. Bon, ça, c'est ce dont, je pense, nous allons assez longuement parler. Je vais donc rappeler, Natacha, tes dernières publications. Donc, je refais moi aussi le tout petit clin d'œil vers une présentation en 2010 où nous étions ensemble pour ton livre Se dire lesbienne. Alors, dernière publication. En 2021, édition La Dispute, tu as publié Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité. En 2024, article important dans la revue qui s'appelle Interrogation, recherche-création dans un centre d'éducation fermé pour mineurs. En 2024 toujours, avec Cynthia Kolmler, je ne sais pas comment on prononce, Kolmler, l'article « Penser le capitalisme académique par la production de ses marges » dans la revue Sociologie. Bon, donc vous pouvez aussi avoir accès à d'autres articles, à des entretiens, ce que j'avais consulté d'ailleurs. Donc voilà, libre à vous ensuite d'aller plus loin dans la lecture ou l'écoute. Alors, là, aujourd'hui, nous allons découvrir
le dernier livre coécrit donc avec Sarah Garbagnoli, le dernier livre de Natacha, qui est La pensée Wittig, une introduction. Alors, je voudrais partir du titre, très précisément du titre, La pensée Wittig, et bien sûr aussi du sous-titre. Alors, pourquoi la pensée Wittig? Tu nous le préciseras, Natacha, mais il me semble que poser un titre qui est La pensée Wittig dit une délimitation, et une délimitation d'ailleurs dont tu indiques la double lecture. Tu nous diras exactement ce qu'il en est de cette double lecture. Et un sous-titre. Alors, un sous-titre, une introduction, ce qui veut dire que tu définis l'objet de ton travail présent, qui est la pensée Wittig, et tu définis ce que j'appellerais le projet méthodologique qui le constitue. Ce qui le constitue, c'est de proposer un outil au sens théorique de lecture, un viatique, une boussole. Là, je te cite, c'est toi qui utilises le terme de boussole. Je dirais aussi la condition de possibilité pour avancer dans une œuvre, et ici dans l'œuvre wittigienne, qui est parfois, souvent, enfin on le sait, reçue comme difficile. Donc, une boussole. On va voir comment cette boussole peut en effet ouvrir les chemins. Je voudrais ajouter quelque chose peut-être de plus précis sur la manière dont j'ai reçu ton projet, le projet de ton livre Introduction. Je te cite d'abord, tu dis « Mettre en lumière la logique interne de la pensée Wittig » et, il me semble, on peut ajouter, en montrant son élaboration conceptuelle. Et pour comprendre comment se constitue ce champ conceptuel, tu mets en évidence, et je vais simplement montrer comment ça fonctionne, et ensuite tu vas entrer à l'intérieur. Il y a les articulations qui vont se faire selon 3 concepts clés. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le livre va nous donner une sorte de tissage. C'est un tissage qui est un tissage, donc articulation selon 3 concepts clés. Alors, lesquels? D'abord, le féminisme matérialiste, et en quoi Wittig intervient dans ce féminisme matérialiste, en l'associant, deuxième point, à la théorie de l'hétérosexualité comme régime politique. Ces 2 concepts, féminisme matérialiste et théorie de l'hétérosexualité comme régime politique, sont indissociables du 3e élément qui est le lesbianisme. Donc je dirais que la pensée Wittig, c'est le tissage de cette triple conceptualité, chaque concept ne se pensant pas indépendamment des autres. Et je n'oublie pas, parce que là, il y a un 4e chapitre, mais on en parlera plus tard si tu veux bien, puisqu'il me pose aussi certaines questions, c'est ce chapitre sur l'écriture. Donc, si tu veux bien, Natacha, on entre dans le champ, dans le tissage, avec ce premier moment qui est le féminisme matérialiste. Donc, comment tu entres là? Tu as déjà posé 10 000 questions en une seule, mais on va essayer de les prendre étape à étape. Alors, premièrement, la question du titre qui vient interroger aussi le pourquoi de ce projet. Alors, d'abord présenter effectivement Sarah, avec qui je travaille depuis longtemps. Alors, avec Sarah, on se répartit les présentations, parce qu'en fait, depuis que le livre a été publié en février, on fait plusieurs présentations
voilà, en France ou ailleurs, mais voilà. Donc on se répartit les temps de présentation. Mais ce projet, il est né à la fois d'une amitié, je dirais, politique et théorique avec Sarah, puisque c'est Sarah qui avait traduit mon livre « Se dire lesbienne, dirsi lesbica » en italien, et qui en avait écrit aussi une très belle préface. Et c'est pas pour rien que le travail est né avec Sarah, qui, Sarah, je quand même précise, est ce qu'on appelle joliment dans le capitalisme académique une chercheure indépendante, c'est-à-dire une chercheuse sans poste. Bon, en tout cas pas à la fac. Il faut dire aussi que ce livre, on l'a écrit en dehors, on n'a pas eu de contrat ni de bourse de recherche pour l'écrire, hein, on l'a écrit en dehors de nos heures de travail salarié. Bon, mais c'est important à dire dans le contexte aussi du capitalisme et de sa matérialité. Sarah est sociologue et effectivement, elle avait débuté une thèse sur les questions de théorie du genre, etc. Mais ce qui nous relie, elle et moi, c'est effectivement une passion wittigienne, pour reprendre d'ailleurs une des notions de Wittig autour de la passion active, une passion wittigienne articulée à un ancrage effectivement féministe matérialiste qui nous relie aussi. Et je vais revenir après, parce que tu as déjà développé beaucoup de questions, donc j'essaie de... Et qui, en fait, nous a amené, il y a un an, à nous dire, bon, on va écrire ce livre, aussi pour, en fait, rendre compte de cette histoire collective de la pensée, parce que Wittig, elle écrit pas isolée aussi, hein, d'un collectif, d'une époque. C'est ce qu'on a tenté de restituer. Et je dois dire aussi que si on s'est, pour reprendre aussi un terme wittigien, engagé dans ce chantier, c'est aussi dans ce temps politique assez asphyxiant et que ça a été aussi une bulle pour nous d'écrire. Ça a été vraiment une bulle d'air parce que Wittig, ce qui est très fort, en tout cas, et j'en viens à une question que tu ne m'as pas posée mais tu avais prévue, donc je peux la dire, mais qui en vient à ce qui nous relie dans le rapport à Wittig, c'est cette capacité à l'évasion transformatrice. Parce que pourquoi Wittig pour Sarah et moi, c'est aussi, alors je peux parler que pour moi parce qu'elle n'est pas là, mais c'est aussi que Wittig, moi, elle m'a bouleversée. Le travail de Wittig m'a bouleversée dans la vie. C'est-à-dire, je rencontre l'œuvre de Wittig et particulièrement le corps lesbien et la pensée straight quand je rencontre ces textes à la fin des années 90. Bon, bref, donc je faisais mes études de licence à Toulouse et je découvre, parce que j'ai la chance d'être à l'équipe Simone à l'époque à l'université qu'on appelait du Mirail. Bon, et je rencontre les textes matérialistes, Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu. Donc, ce n'est pas dans le savoir académique que j'ai appris à appréhender la lecture wittigienne, mais c'est par ce chemin aussi de l'apprentissage de ces textes. Et qui a bouleversé ma subjectivité en tant que lesbienne, qui m'a permis de me définir, mais qui aussi m'a bouleversée dans le rapport, je dirais, au mot, au langage et dans ma manière de me situer. Donc tu parles de se dire lesbienne, eh ben, très clairement, se dire lesbienne a été complètement influencé par le concept de déshétérosexualisation qu'a ouvert Wittig dans sa théorie du lesbianisme matérialiste, mais à l'époque, dans le champ académique, parce que depuis une dizaine d'années, au fond, tout le monde parle de Wittig. On dirait que c'est une évidence totale, et dans les espaces militants, et dans les espaces académiques. Sachez que moi, quand j'ai fait mes études de master, donc voilà, c'était à la fin des années 90, puis ma thèse que j'ai soutenue en 2008, alors non seulement les concepts issus des féminismes matérialistes, dont des textes de Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu, surtout, moi j'ai surtout travaillé sur Mathieu et Guillaumin, étaient inaudible, mais alors Wittig encore moins. Et donc, il était hors de question que je puisse même énoncer le fait que ce concept de déshétérosexualisation était ancré dans ce champ théorique et politique. Voilà. Mais au fond, c'est ce qui a construit ma thèse, puisque ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre comment, à partir de la nomination de soi, donc des manières de se dire, mais également dans les manières de penser les rapports ou les questions de ce qu'on appelle les scénarios de la sexualité, eh bien, effectivement, sur un plan, alors ça c'est un gros mot de sociologue, mais sur un plan empirique, c'est-à-dire à partir des discours et des pratiques des lesbiennes que j'ai pu rencontrer pendant l'enquête de mon terrain en thèse, eh bien, effectivement, les lesbiennes étaient inscrites dans un processus de déshétérosexualisation. Donc là, j'ai déjà dit, j'ai déjà en tout cas énoncé un concept wittigien, mais on va y revenir.
Donc voilà un peu la genèse de ce travail qui s'est écrit vraiment à 4 mains. Donc au départ, on a écrit 2 chapitres chacune, puisqu'il y a 4 chapitres. Et puis ensuite, on a mêlé complètement nos écritures. Et Sarah le dit assez souvent, mais c'est vrai, c'est que ce livre aussi rend compte d'une amitié politique et théorique. Alors attends, je continue parce que tu m'as posé une autre question. Je vais répondre quand même. Le titre, le titre, La pensée Wittig, une introduction. En fait, le titre, au départ, n'est pas de nous. Mais alors, le livre a été publié chez Payot, qui est aussi mon premier éditeur, qui a publié Se dire lesbienne. Et c'est Christophe Guillas, pour ne pas le nommer, qui est un excellent éditeur, qui a proposé le titre La pensée Wittig au départ, auquel nous avons ajouté une introduction. Alors, maintenant, vous allez tout savoir pourquoi il a proposé. Bon, en même temps, ce titre est un vrai titre d'éditeur, et il a du sens méthodologiquement. Mais c'est aussi que, au fond, il rendait compte à une autre histoire, qui est à la fin des années 90. Sam Boursier a proposé à l'éditeur à Christophe Guillas, en fait, la traduction de La pensée straight. Et à l'époque, il reconnaît, il n'avait pas mesuré le retentissement théorique d'un tel texte ou d'un recueil de textes. Et donc, en fait, la pensée Wittig, c'est en écho évidemment à la pensée straight. Et voilà. Et donc, c'est aussi une manière de rendre compte d'un cadrage et d'une pensée théorique. Oui, voilà. D'accord. Oui, tu es pressé que je réponde. Non, pas du tout, non. Mais voilà, quand j'ai dit d'où... Alors après, nous, on a rajouté une introduction, parce qu'effectivement, c'est à l'intérieur... Voilà, on propose cette lecture dans ce tissage matérialiste, mais voilà, c'est une introduction à cette pensée. Rien n'est clos. Oui, d'accord. C'est une introduction. C'est ce à partir de quoi on peut trouver ses propres chemins. Et comme toujours, si on ouvre des chemins, à travers ces chemins, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Alors, la question que je t'avais posée, mais je ne l'ai pas posée tout à fait, c'est, j'ai dit, tu t'inscris aujourd'hui dans, je crois que tu utilises le terme, dans une effervescence actuelle qui accompagne, et je le dis entre guillemets, le retour de Wittig. En même temps, il faut rappeler effectivement l'importance du premier colloque universitaire qui avait été consacré à Monique Wittig, grâce à Suzette Robichon qui est là, et à Sam Boursier dont tu parlais. Et je pense que l'absence... qui a été une absence de Wittig dans l'université. On sait que, par exemple, la première thèse, c'est la thèse de Catherine Ecarno, qui était là il y a 2 ans, donc l'ouvrage a été réédité donc, par X. On sait que cette absence, évidemment, dont peu à peu on a comblé les vides, enfin elle aime beaucoup la lacune, Wittig, mais elle y était. Et je crois que, voilà, il y a ce mouvement depuis le début, finalement, des années 2000, où des transmissives, ce que j'appellerais les transmissives, les amis de Wittig, vont inscrire cette pensée et cette écriture, cette écriture magnifique. Alors, je pense que tu abordes un autre point. Effectivement, je suppose dans cette salle, par exemple, si vous êtes là, c'est que le nom de Wittig résonne d'une manière ou d'une autre. Mais bien souvent, en tout cas en France, c'est vrai qu'il y a eu ce moment fin des années 90 par Suzette, par Sam Boursier, etc. Au fond d'une diffusion plutôt des textes théoriques de la pensée wittigienne, mais qui a construit un rapport d'ambivalence entre, je dirais, réappropriation des théories queer et théorie wittigienne. Et donc dans une relation à la fois d'ambivalence, d'appropriation et de distanciation. Puis il y a eu un autre moment fort à Lyon en 2009, où il y a eu un colloque aussi organisé, là plutôt dans le champ littéraire. Et en fait, Wittig, là où elle a été plus audible dans le champ académique, c'est dans l'espace littéraire. En sociologie et en anthropologie, c'est très récent que, au fond, Wittig apparaît comme une auteure
tout à fait, mais moi je vois mes collègues, même les plus straight, qui parlent de Wittig comme si ça allait de soi. J'adore Wittig. Quand le bouquin est sorti, j'ai plein de collègues qui disent « Ah non, mais j'adore Wittig !» Mais en fait, c'est incroyable parce que mais vraiment, moi, mes premiers cours, c'était inimaginable de parler de Wittig. Bon. Et alors, je pense qu'il y a cette dimension-là dans le champ académique aujourd'hui, mais qui n'est pas dissociée aussi des mouvements féministes et des mouvements aussi, on va le dire, dans leur relation contemporaine, transpédé, gwyn et queer, pour qui aujourd'hui Wittig est une figure incontournable, mais ça résonne aussi avec tout le mouvement MeToo, à mon sens, qui a institutionnalisé la question des violences faites aux femmes et donc qui a déprivatisé la question des violences faites aux femmes en reliant le fait que l'hétérosexualité, alors c'est pas forcément l'idée que l'hétérosexualité est un régime politique, mais qu'en tout cas il y a une critique radicale du système, non, on va dire ça plus modérément dans un premier temps, mais en tout cas de la norme hétérosexuelle qui ne va plus de soi dans ces espaces militants. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Wittig a une place aujourd'hui dans ces espaces militants. Oui. Voilà. Ben, le texte, justement, que j'ai lu, qui est ce texte des guerrières, c'est un texte qui recueille, en fait, ce que tu dis. Enfin, il y a tout ça dans ce texte des guerrières. Et je crois aussi que ce que Wittig a peu à peu fait reconnaître, elle a été entendue, mais comme toujours, il faut du temps, comme disait Michel Cos. Combien faut-il d'années-lumière pour être en mot de soi? Je pense que oui. Donc le nous, il est aussi là. Et je pensais aussi, par exemple, à Butler. Butler qui a été traduit très, très, très longtemps après et qui parle de Wittig, qui en parle d'ailleurs d'une façon qui est critique, mais je veux dire qu'il y a une présence qui est une présence de Wittig et que cette présence de Wittig, elle est aussi une voix qui est diffusante, qui doit pour moi prendre des espaces qui sont des espaces pluriels. Non, alors peut-être pour resituer cette histoire de la pensée, en tout cas telle qu'on l'a construite avec Sarah, on en revient justement à la question des matérialismes. Pourquoi on insiste là-dessus? On n'a pas fait référence effectivement au dialogue avec Butler. On pourra y revenir si vous voulez dans la discussion, ou au dialogue avec les théories queer. En tout cas, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que l'histoire de la pensée et l'histoire littéraire n'étaient pas dissociables pour Wittig. Et vraiment, l'idée aussi, c'était de ne pas séparer la question du langage, la question de la proposition de l'écriture, comme elle parle de l'écriture comme de l'argile, comme de la pâte à modeler qu'on peut travailler. C'est presque son matériel empirique de sa théorisation. Alors je rappelle quand même que nous avons aussi travaillé étroitement dans cette écriture et au fil de l'écriture avec Sandy Zeig qui est sa compagne et qui a relu le manuscrit au fur et à mesure, qui a été d'un grand soutien. Donc c'était de montrer également que, surtout, donc à partir des années 70, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on assiste à la naissance du deuxième mouvement, ce qu'on qualifie de deuxième mouvement féministe, dans une pluralité de courants et de positionnements. Et ce qu'on qualifie aujourd'hui de féminisme matérialiste, c'est au fond un cadre théorique de pensée, mais qui n'existait pas en tant que tel en termes de courant politique dans les années 70. Mais par contre, alors, les grandes figures, Nicole Claude Mathieu, qui est anthropologue, avec qui était d'ailleurs aussi ma directrice de thèse, mais qui n'était pas institutionnellement, mais Colette Guillaume, Paola Tabet, avec qui les féminismes matérialisés en leur pluralité vont proposer à partir des années 70 une manière de penser la question des rapports sociaux de sexe. Ça veut dire quoi, les rapports sociaux de sexe? C'est que justement, on ne pense pas en termes d'individualité pour penser la domination masculine, mais on
alors c'est très héritier du marxisme, qui était très fort dans les années 70, mais avec une distinction par rapport au marxisme, c'est de penser la question de la logique des rapports d'appropriation entre la classe de sexe homme et la classe de sexe femme. Alors j'insiste là-dessus parce que, évidemment, on comprend bien quand on entend classe de sexe que ça n'est pas... c'est lié, c'est dans la volonté de comprendre la subordination, qu'est-ce qui fabrique la subordination des femmes par les hommes, mais pas en termes essentialistes, ce pas des groupes naturels, mais construits dans et à l'intérieur des rapports sociaux de sexe. Donc ça veut dire aussi que... Ça veut dire aussi que penser en termes de rapports sociaux de sexe, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des concepts majeurs sur lesquels va s'appuyer Wittig, parce que pour comprendre Wittig, il faut comprendre ces concepts-là. C'est le concept d'appropriation que propose Colette Guillaumin, le concept de sexage que propose aussi Colette Guillaumin, et la question de la marque sur laquelle sans doute on va revenir. Oui. Donc, c'est l'idée... Oui. Ah, pardon. Et c'est l'idée aussi de comprendre que dans les années 70, alors ça paraît loin, ça paraît très loin aujourd'hui, quoique, parce que quand même on a un retour très très fort de la pensée de la différence, mais dans les années 70, il y a un autre mouvement théorique et politique qui va s'affronter avec ces théorisations-là, c'est les courants psychanalyse et politique qui sont plus dans une pensée de la différence, et donc tous ces féminismes matérialistes vont avoir pour objectif de comprendre les mécaniques de l'oppression des femmes, mais par des notions sociologiques et anthropologiques sans recourir aux idées essentialistes, c'est-à-dire sans plus faire référence à la biologie ou à la justification de l'oppression par la biologie et surtout se défaire du mythe de la femme comme caractéristique singulière. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand on parle d'appropriation, etc., c'est-à-dire, c'est l'idée que, oui, il y a une pluralité de situations sociologiques que peuvent vivre les femmes en tant que groupe sociologique, mais le piège de la pensée de la différence, c'est laisser à penser que la femme serait une catégorie homogène, et donc ça vient justifier toute une série d'oppressions. Donc, c'est l'idée que, la structuration des rapports sociaux de sexe, elle n'est pas superposable au capitalisme, première idée. Deuxième idée, c'est que certes, il y a une hétérogénéité du groupe femmes en tant que classe de sexe, mais il faut le définir comme un rapport spécifique qui lie la classe de sexe femme à la classe de sexe homme. Et c'est l'idée aussi qu'on ne doit pas penser que l'oppression est définie par un supposé biologique du sexe, premier élément. Deuxième élément, par la capacité à la maternité, à la reproduction. Troisièmement, par la question de la sexualité. Puisqu'en fait, ces trois éléments vont définir justement l'oppression et la mécanique de subordination des femmes. Alors, j'insiste là-dessus, parce que pour comprendre la suite, par exemple, je suppose que vous avez déjà entendu parler de Françoise Héritier. Pour Françoise Héritier, il y a l'idée, par exemple, qu'il y a une disproportion de hiérarchie entre les hommes et les femmes, parce que les femmes ont un supposé pouvoir, parce que c'est un pouvoir de capacité reproductive, et c'est comme ça que ça explique la hiérarchisation entre les hommes et les femmes. Par exemple, Nicole Claude Mathieu s'est beaucoup affrontée avec Françoise Héritier. Donc cette pensée de la différence, elle est importante, et aujourd'hui on voit bien comment tous les mouvements conservateurs, si ce n'est même on pourrait dire autoritaires et voire plus, reprennent ces notions, cette pensée de la différence pour justifier des politiques on va dire fascisantes parfois. Ouais. Si je peux juste. Mais attends, juste conforter. Attends. Est-ce que l'autre élément, c'est que... Attends, tu vas dire après. Attends. C'est que ce qui spécifie... Parce que ça, il faut vraiment différencier cette approche matérialiste du marxisme. Parce que dans le marxisme, et d'ailleurs, ça n'a pas bougé dans tous les groupes révolutionnaires, etc., c'est qu'il y a l'idée qu'au fond, avec la fin du capitalisme, on assistera à la fin de l'oppression des femmes. Et c'est là où matérialisme et marxiste se différencient, c'est l'idée que ce qui qualifie l'appropriation, c'est la question de la mesure du temps du travail. C'est-à-dire que le temps du travail des femmes n'est pas mesurable.
Donc, on peut détruire tout ce que vous voulez du capitalisme. Si on ne prend pas en compte ce régime d'oppression, eh bien, on en restera à ces formes très fortes de domination. Alors, attends. Est-ce qu'on va arriver à la catégorie de sexe ? Attends, parce qu'après, tu vas y aller. Donc, le deuxième élément du matérialisme, pour comprendre après Wittig, c'est la question de l'appropriation. Colette Guillaumin, qui est une sociologue qui d'abord a travaillé sur l'idéologie raciste, et d'ailleurs, elle a été connue par ses travaux et... Petite parenthèse, c'est pas pour rien que dans le champ académique, Guillaumin a une trajectoire de reconnaissance d'ailleurs beaucoup plus forte que Nicole-Claude Mathieu, mais c'est par ses travaux sur le racisme. C'est pas par ses travaux sur la question du sexage, etc. Comme une autre matérialiste que je n'ai pas encore mentionnée, mais dans l'histoire intellectuelle, il faut la mentionner aussi, c'est Christine Delphi, même si après, il va y avoir un schisme, une séparation, mais voilà, sociologue du travail et qui a été aussi importante dans cette structuration théorique. Donc, pour Colette Guillaumin, elle propose ce concept de sexage et elle distingue l'appropriation privée d'un homme, plutôt l'appropriation privée des femmes par des hommes, par les maris, les concubins, les pères, les frères, tout ce que vous voulez, et l'appropriation collective des femmes. Et là, ce qui est important à comprendre, c'est que ces régimes d'appropriation définissent le rapport social. Parce que là, je vous dis plein de mots, mais rapport social, c'est pas des rapports individuels, c'est ce qui sont contingents aux individus. Donc, c'est quoi le rapport social ? C'est le travail domestique non mesurable, c'est le marché du travail. Bon, avec tout ce qu'on sait, et puis alors là, maintenant, avec la dérégulation de l'État, c'est parfait pour les femmes. Le confinement spatial des femmes, c'est l'obligation pour les femmes de s'occuper matériellement et affectivement des individus les plus faibles, mais c'est également aussi la violence, les contraintes sexuelles, etc., le droit coutumier. Donc, autre élément, c'est la perception du corps comme force du travail. Donc, on en vient juste, et après, mais on va développer, je sais après. Bien souvent, on dit, mais qui est Monique Wittig, celle qui dit les lesbiennes ne sont pas des femmes ? Quand Wittig dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est qu'elles échappent à l'appropriation privée, mais elles n'échappent pas à l'appropriation collective. Et ça veut dire aussi que, au fond, le lesbianisme occupe une position, on va affiner après les choses, mais aux avant-postes de l'humain, tel que le définit Wittig, c'est-à-dire ni homme ni femme, au-delà de la catégorie de sexe. Et donc, voilà. Et là, on va en venir au point de divergence avec le matérialisme. Je voulais simplement lire, parce que c'était évidemment... Il faut que tu respires. La pensée wittigienne, elle permet de sortir de la suffocation du monde. Alors, voilà, c'est... Ce qui est, tu viens bien de le dire, mais je le reprends pour la suite, c'est que c'est l'idéologie naturaliste qui est évidemment totalement néantisée, j'ai envie de dire, par la pensée qui est la pensée wittigienne, avec les épistémologues, enfin les théoriciennes dont tu viens de parler, et notamment, il me semble que Guillaumin est très importante pour toi et très importante. Alors, je lis simplement une sorte de petite synthèse pour la théorie féministe matérialiste, corps et esprit ne sont pas par nature sexués ou racisés, c'est-à-dire que le sexe est une catégorie politique. Ils le deviennent de manière différenciée selon la position occupée dans les différents rapports sociaux. Le processus de sexuation ou de racisation implique une intervention constante des institutions et des structures sociales, dont le langage. Et ça aussi, c'est très important, on en reparlera. Il s'agit d'une entreprise de longue haleine et elle n'est pas gagnée à tous les coups. Cela rend incertaine la stabilité des corps et des esprits construits et explique, comme le montre toute l'œuvre de Wittig, citation, le caractère jamais terminé de cette construction. Voilà, il me semble que ça nous donne une clarté sur tout ce que tu viens de dire. Alors, on arrive peut-être, si tu me passes la transition. Au point aveugle. C'est effectivement... Alors,
là, je suis allée très vite, mais quand même, voilà, les bases, en tout cas, des féminismes matérialistes. Mais alors, quelle est la discussion de Wittig avec Guillaumin, effectivement, Colette Guillaumin, Nicole Claude-Mathieu, et là, les points de divergence. Alors, les points de divergence, justement, elle est sur l'analyse de la question de, ou des perspectives, en tout cas. Ah mince, oh là là. Hein? Ah, ok. Ah oui, là, on entend mieux. Ah, mais oui. C'est-à-dire, c'est que ce que Guillaumin montre, c'est que au fond, l'oppression matérielle, donc quand j'entends matériel, c'est tout ce que j'ai décrit précédemment, via les formes d'appropriation, se perpétue et elle est surtout soutenue par un système de perception. Qu'est-ce que c'est que le système de perception? Donc tu l'as dit, c'est l'idéologie naturaliste, mais que Wittig va reformuler sous le terme de pensée straight, c'est-à-dire c'est toute l'origine sociale de l'oppression. Comment elle se définit? Elle se définit derrière les idées de nature, de différence, et Wittig va aller plus loin, où elle va montrer qu'elle se définissent dans un mythe de l'altérité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait notre rapport au monde? C'est à la fois ces formes d'appropriation, mais également l'idéologie naturaliste qui sont inséparables de l'oppression des femmes. Et cette idéologie, elle n'a de pertinence, évidemment, que dans ces cadres matériels de pensée, mais elle va construire des fausses altérités. C'est-à-dire que ce que l'on considère comme de l'altérité, c'est construit en fait dans et par un régime à la fois de hiérarchisation et de marque qui définit toujours l'autre, c'est-à-dire il y a les groupes minoritaires et les groupes majoritaires qui définissent l'autre, c'est qui a le pouvoir. Donc ce sont les groupes majoritaires. Et ce qui spécifie le groupe majoritaire, c'est que le groupe majoritaire n'est, lui, jamais spécifique, justement. Alors que les groupes minoritaires sont spécifiques. On va dire, et on peut donner des tas d'exemples, mais on va dire, par exemple, les femmes sont spécifiques dans la société construite par une fausse neutralité de l'humain général. Et d'ailleurs, c'est la marque du genre. Et ça renvoie aussi à d'autres travaux qui sont ceux de Claire Michard, que je sais qui a été aussi reçue ici, qui a beaucoup travaillé à partir aussi des travaux de Guillaumin. Donc, il en résulte une fausse neutralité et donc Wittig va plus loin. C'est-à-dire que, elle va plus loin sur 2 points. Sur la catégorie de sexe. Alors, c'est une suite de textes qu'elle écrit entre 76 et 82. Elle montre, et c'est la divergence avec les matérialistes vont raisonner en termes de rapports sociaux et de patriarcat. Pour Wittig, et d'ailleurs avec Mathieu aussi, on parle l'horizon, l'analyse politique, c'est ni patriarcat ni matriarcat. Mais par contre, elle montre que, tu l'as dit, le sexe est une catégorie politique. Mais pourquoi? Parce que la catégorisation de sexe fonde la société en tant qu'hétérosexuelle. Donc la base du système social, c'est cette hétérosexualité. Mais pas l'hétérosexualité comme une orientation sexuelle, mais comme un régime politique. Et plus loin encore, elle va dire que, la catégorie de sexe est une catégorie totalitaire, puisqu'elle contrôle toute la production mentale et elle forme l'esprit tout autant que le corps. L'autre élément important, c'est que cette catégorie de sexe fonctionne comme une censure, puisque, tu l'as dit, elle masque, l'oppression sociale entre les hommes et les femmes, puisqu'elle présente cet ordre comme un allant de soi. Donc c'est bien, on est bien d'accord, c'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. 2, elle va, donc c'est une censure, elle ne permet pas de signifier l'oppression, puisque l'idéologie naturaliste est toujours présente pour la justifier. 2, en fait, elle est la cause et l'origine de l'oppression par justement la marque qu'imposent les opprimés sur les oppresseurs sur les opprimés. Donc l'hétérosexualité est aussi un régime totalitaire à l'intérieur de ça, puisqu'on ne peut pas penser en dehors de l'hétérosexualité. Et donc, effectivement, alors après, on va sans doute parler de la langue, mais ce qui est important à comprendre, c'est que si on est dans ce système, eh bien, les groupes minoritaires
sont marquées par quoi? Par le fait d'avoir beaucoup moins de pouvoir, au sens du pouvoir et au sens d'une diminution de degré d'être. Et là, on en arrive au point de la question sans doute du langage, hein, puisque le langage vient nous signifier la question de la position de subordination et d'oppression. C'est le lien aussi avec le contrat social. Voilà, d'accord. Tout à fait. Mais avant d'arriver au contrat social, c'est aussi l'idée que ce qui qualifie l'oppresseur, hein, les groupes dominants, c'est la faculté à désigner les autres, la question de la désignation. C'est-à-dire, tout à l'heure je disais, le groupe majoritaire n'est jamais spécifique, et n'a jamais d'ailleurs à définir sa spécificité. Qu'est-ce qu'on entend par groupe majoritaire? Bien que ce soit aussi variable selon les époques et les contextes sociaux. Par exemple, les groupes dominants n'ont pas justifié leur masculinité, leur hétérosexualité, voire leur blancheur. Alors moi, je suis assez critique aussi des théories de la blanchité, mais ça, on pourra y revenir, surtout dans le contexte politique depuis 2 ans. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est le deuxième point. Donc, tu l'as dit, la question, c'est la censure, c'est le masquage du rapport d'oppression, mais également, c'est que le groupe dominant impose cette culture, cette norme, tout ce que vous l'appelez l'organisation de la différence, qui en plus demande aux minoritaires de se reconnaître dans ce masque du différent. Et donc, dans ce cadre, l'hétérosexualité, évidemment, n'est pas envisagée par Wittig comme une institution parmi d'autres, comme une orientation sexuelle, mais comme un système social qui est fondé par ces rapports de pouvoir et lesquels vont définir nos propres cadres de perception, mais également vont borner notre manière de voir le monde. Et donc, ils font, et ça j'y tiens beaucoup, ça fait obstacle à imaginer d'autres possibles. Et quand je disais tout à l'heure avec Sarah, quand on a écrit, c'est justement ça aussi qui nous a fait cette bulle, c'est qu'avec Wittig, on a un effet transformatif immédiat, puisqu'elle nous permet d'imaginer d'autres possibles, à la fois par, effectivement, sa pensée théorique et politique, et par son écriture. Des fois, quand je fais des présentations, enfin là maintenant j'en fais depuis le mois de février, il y a l'idée, mais est-ce que Wittig est une utopiste? Est-ce que c'est une pensée utopique? Mais moi, je ne considère pas que c'est une pensée utopique. Parce que justement, si on lit bien Wittig, d'emblée, on a matériellement de quoi, je dirais, se transformer collectivement et individuellement. Ce n'est pas une pensée lointaine et abstraite. Elle a été perçue... Elle est perçue aussi aux États-Unis, par exemple, comme... dans un registre qui serait celui de la science-fiction. Les guerrières, par exemple. Oui. Alors, je voulais juste donner la phrase de Colette Guillaumin, qui est « La désignation est l'acte initial de la racisation ». C'est-à-dire que là, on est vraiment dans, d'une part, l'évidente importance de la langue, enfin du langage, et ce que tu disais, c'est que nous voyons le monde, d'ailleurs, comme allant de soi à travers les catégories qui sont les catégories de la représentation. C'est-à-dire que la langue, c'est la condition de possibilité même de nos perceptions. En tout cas, et Wittig, elle va évidemment faire disruption dans cette évidence qui est portée par le contrat linguistique. Parce que... Voilà. Alors c'est ça. C'est-à-dire la langue, c'est pas quelque chose, juste de symbolique il y a une matérialité de la langue, puisque justement ça forge, plus que ça je trouve moi, ça forge nos catégories de perception. C'est-à-dire la langue aussi, et là aussi il y a une discussion avec Nicole Claude Mathieu sur la notion de contrat social, où Mathieu a fait un article majeur qui s'appelle Quand céder n'est pas consentir, et elle montre dans cet article qu'au fond, alors là, elle répond à un autre anthropologue, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais en fait, quand céder n'est pas consentir, on l'entend à la phrase, ça vient dire que ce n'est pas parce qu'on cède à un rapport de domination qu'on y consent. C'est bien même le contraire. Et donc Wittig dit, à l'intérieur de ça, on vit dans un contrat social bâtard qui ne dit pas son nom, qui est le contrat hétérosexuel. Et
donc effectivement, le point pour Wittig, c'est non seulement la destruction du contrat hétérosexuel, et évidemment, avec la destruction du contrat hétérosexuel, c'est la destruction de la catégorie de sexe. Et ça veut dire donc, idéalement, une société sans catégorisation. Alors moi qui suis sociologue, évidemment, le travail des sociologues, c'est de comprendre l'effet des catégorisations sur les vies des gens, sur la pratique. Moi, je travaille peu sur le discours. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre pratique et discours. Et en cela, je trouve que tout l'appareillage wittigien permet de penser les effets de catégorisation. Et donc, autre concept majeur, c'est la question de l'hétérosexualité, et surtout celle de la déshétérosexualisation. Enfin, je peux le dire, puisque pendant longtemps aussi, ça a fait effet de censure pour moi, puisque je ne pouvais pas nommer aussi ce sillage wittiguien. Mais par ce concept sociologique, presque, eh bien, ça permet d'étudier ce qui constitue les formes d'hétérosexualisation dans notre rapport au monde. Donc tout à l'heure, on a un peu abordé, mais quand on dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est pas juste comme ça, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Pour Wittig aussi, il faut avoir la conscience de l'hétérosexualisation pour pouvoir aussi s'échapper du rapport social. Et en cela, ce n'est pas une pensée libérale, justement performative. Je suis assez critique de ces pensées-là, encore plus maintenant que toujours d'ailleurs, mais parce que pour Wittig, l'hétérosexualité est un système de pouvoir, c'est le système de pouvoir et qui se reproduit. Et comment ? Parce que voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. On ne cesse de parler de ces questions. En sociologie, ça fait 30 ans qu'effectivement, on mesure la question des violences faites aux femmes, du continuum des violences, etc. Et ça continue. C'est pas par magie que ça continue. C'est parce que, au fond, l'hétérosexualité ne suscite pas de résistance. Et que plus on raisonne à l'intérieur des catégories de l'hétérosexualité, moins il y a de lignes de fuite possibles. Et dans le livre, on parle de l'éloge de la fuite chez Wittig. C'est pas l'éloge de la fuite comme un élément de couardise, pas du tout. C'est au contraire, en prenant la fuite, eh bien, c'est l'idée qu'on ne colle plus au régime de l'hétérosexualité. Plus on pense en hétérosexualité, et plus en fait, on ne peut pas se distancier de l'hétérosexualité. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une intervention à la fac à Paris-Cité, bref, et il y avait, c'était dans le cadre d'un DU où il y avait beaucoup de psychanalystes et de psychologues. L'autre élément aussi, c'est que dans la pensée straight, chez Wittig, il y a aussi une critique très forte des disciplines qui portent aussi cette pensée de la différence. Alors l'anthropologie de l'époque, évidemment, mais la psychanalyse aussi, ou les psychanalyses. Et donc là, bon, bref, mais aujourd'hui, il y a pour beaucoup de psychanalystes critiques, Wittig, je pense aux travaux de Laurie Lofer, par exemple, mobilise Wittig. Bon. Et alors, dans cette intervention, et il y avait une cinquantaine donc, de plutôt psychanalystes et psychologues, et il y en a une, au fond, à un moment donné, qui dit « Ah, mais moi, si je comprends bien, en fait, pour s'en sortir, il faut sortir de l'hétérosexualité. En fait, il faut devenir lesbienne. » Et alors, je lui dis « Bah oui. » Et alors, elle me dit « Bah alors, on y va tout de suite. » Bah, je dis « Voilà, très bien. » Et voilà. Mais donc, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est en passant par cette dénaturalisation de la catégorie femme, qui est un piège, ça permet aussi d'élaborer cette notion de pensée straight. Et Wittig montre comment, en fait, il faut souligner le conflit important entre la classe de sexe homme et la classe de sexe femme, mais également l'hétérosexualité est si puissante qu'elle empêche toute forme de révolte. Donc ça, je dirais, c'est tu disais aussi, mais elle empêche, non seulement elle fonde nos perceptions, mais elle empêche aussi d'imaginer d'autres cadres possibles. Et il y a une citation de Mathieu, alors je ne sais plus, je pense que je ne l'ai pas prise sur moi, mais ce n'est pas grave. Ah si, j'adore, parce que ça, quand même, je ne peux pas ne pas vous la lire. Parce que ça, voilà. Donc, il faut distinguer la catégorie les femmes comme groupe sociologiquement hétérogène de la catégorie la femme comme groupe piégeant, voilà, au cœur même de la pensée de la différence. D'ailleurs, il faut se méfier toujours des catégories homogènes. Le juif, l'arabe, le musulman, etc., etc. Bon. Et donc, dans le numéro 1 de Questions féministes, qui a été aussi une des revues, la revue fondatrice des féminismes matérialistes, l'avant-propos, qui n'est signé de personne, mais comme ça se faisait beaucoup à l'époque, mais quand on connaît après les auteurs, on voit à peu près qui a écrit. Donc, bon,
Il y a un passage, je vous le lis, que j'adore de Matthieu, même si c'est pas signé Matthieu, mais c'est Matthieu. Le mot femme, je ne peux plus. Je n'ai jamais pu l'entendre. C'est avec qu'ils m'ont insulté. C'est un mot de leur langue, cadavre empli de leurs fantasmes. Contre nous. Nous qui? Les femmes, bien sûr. Et revoilà le mot. Avec ça, ils nous ont eus, comme ils disent. Donc on comprend bien, là, le dialogue aussi entre Wittig et Matthieu, qui affirme qu'en détruisant cette notion de la femme, et qui est le produit même du système hétérosexuel, alors, eh bien, on va sortir de l'occultation des rapports d'appropriation entre la classe de sexe femme et homme. Je cite ce que tu as toi-même... Oui, non, ce que je cite juste ces 3 lignes qui sont 3 lignes de Wittig qui se trouvent donc dans la pensée straight et dans l'article qui s'appelle Homo Sum, et tu l'as mis en exergue du troisième chapitre. Être une lesbienne, se tenir aux avant-postes de l'humain ou de l'humanité, représente historiquement et paradoxalement le point de vue le plus humain. Donc, qui rejoint la critique, qui est la critique de la femme, puisque ce qui est dit ici, c'est comment en finir avec l'enfermement dans un concept qui, finalement, est le produit de rapports sociaux de sexe. Et c'est vrai que là, on est tout à fait très loin de Françoise Héritier, clairement, quoi. Voilà. Et Lévi-Strauss aussi. C'est ça. Et on en vient donc... Hein? Non, je crois que... c'est l'idée qu'il faut détruire tous les présupposés hétérosexuels dans la langue. Il faut, Wittig dit, désengluer la langue de l'hétérosexualité. Et donc, ça veut dire aussi, dans ce travail de désengluement, de déshétérosexualisation de la langue, ça veut dire, après on en vient évidemment au travail littéraire, mais sortir de la logique de la marque. Donc, la question de la marque du genre. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de genre. Et c'est pas par oubli, c'est que, notamment dans le chantier littéraire, où Wittig montre que la marque, en fait, est une forme de sexisation de la langue. Alors ça, c'est le rapport avec Guillaumin aussi, mais quand vous entendez la marque du genre, aujourd'hui, toutes les discussions sur l'écriture inclusive, par exemple, au fond, alors évidemment, on y est, parce que moi-même, je le fais en cours, je dis il, elle, ou il, ou etc. Mais en fait, ça détruit pas la bicatégorisation sexuée. Et ça ne construit pas un langage... C'est pour ça que je dis hul. Hul, absolument, tout à fait. Ça, c'est une forme neutre, absolument, d'échapper... Oui. Oui, mais en tout cas, c'est une échappée de la bicatégorisation. Puisqu'en fait, le principe, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, elle travaille beaucoup aussi sur cette question de la marque du genre, qui, en fait, ne vient désigner qu'un groupe, c'est-à-dire les femmes, dans la langue. Et alors moi j'avais préparé aussi une petite citation, moi aussi je parle de citation. Mais il y a une nouvelle que j'aime beaucoup, qui est une nouvelle de Wittig qui est pas souvent citée, qui est Les Tchitches et les Tchouches. Et en fait, parce que c'est là où on voit aussi le travail de la langue chez Wittig, mais qui est une reprise partielle du conte noir de Brecht, Tête ronde et Tête pointue. Alors, comme je trouve quand même qu'on vit une époque assez sombre, même je ne veux pas vous plomber, mais quand même, justement... C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Mais enfin, quand même, ce texte qui a été écrit au début des années 30, ici, est à l'inverse de Brecht, qui, dans son texte, place le dimorphisme anatomique au fondement des rapports de domination, et surtout, là, ici, il s'agit de racisme entre les groupes sociaux. Donc, dans les Tchitches et les Tchouches, Wittig montre que ce sont des rapports d'oppression d'un groupe qui est constitué par l'oppression d'un autre groupe. Donc on a les Tchouches qui sont les oppresseurs et les Tchitches qui sont les opprimés. Et comment ça marche ce régime d'oppression? C'est parce que dans ces deux groupes, eh bien, surtout les Tchitches ont intégré et naturalisé la différence. Et donc, les Tchitches, et là je la cite, sont frêles, efflanqués, éthiques, osseux, squelettiques, estropiés. Et les Tchouches, sont forts,
ronds comme des Bouddhas, et en conséquence, eh bien, qu'est-ce que ça vient signifier? Que ce sont ces rapports sociaux qui les lient entre eux et que cette reconstitution des rapports sociaux se reproduit par ce lien entre les deux groupes sociaux. Mais là aussi, parce que j'ai une conférence où j'ai dit ici tout est cuit, en reprenant Wittig, dans cette nouvelle. Donc évidemment, bien il y a un personnage qui s'appelle Simon et qui traverse tout ce monde-là. Et il imagine un espace où la pensée straight n'aurait plus cours. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'intuition tchitch. Et il n'y aurait plus d'éternel tchitchéen. Et cet éternel tchitchéen qui fonde aussi la différence. Et alors à la fin, eh bien, malgré de cette nouvelle, Simon s'aperçoit que malgré les violences et les mécanismes de domination, on peut toujours essayer de partir. Et c'est ça la ligne de fuite, comme l'envisage le rebelle Simon. Et à la fin, elle dit, on s'en fout d'ailleurs, bref. Il ne me reste plus qu'à quitter la ville près de la mer pour aller grossir ailleurs. Ici, c'est cuit. Et en fait, j'adore cette nouvelle parce qu'on peut l'étendre d'ailleurs à plusieurs dimensions politiques contemporaines. Ici, c'est cuit. Oui, ça, c'est les contes qui sont oui, oh là là. Les contes, les fables, quoi, qui sont évidemment la pensée. Je veux dire, il n'y a pas d'un côté la théorie, de l'autre une écriture qui serait une écriture, l'écriture fabulaire, elle est le lieu et l'expression de la pensée. On n'est pas binaire, quoi. Non, bah non, non. Tu veux, je ne sais pas, on a le temps de la discussion, comment ça se passe? Et on prend un temps de discussion à un moment donné ou vous avez l'habitude de discuter comme ça aussi, non? Peut-être juste oui, sur les fractions minoritaires. Le fraction minoritaire. Peut-être. Quel lapsus. Oui, c'est ça. Ouais. Vas-y. Bon, alors puisque Cathy me lance en sous-main. À chaque fois ici, c'est des rencontres presque, ça croirait dans un entre-soi Ombre Blanche. Mais bon, alors, on l'a compris. Ça nous est reproché, évidemment. Ah non, bon, d'accord. Mais quand moi, je revendique la notion de communauté élective. Donc, on a bien compris que l'engagement de cette écriture chez Wittig, il est à la fois issu d'un travail militant et théorique et qui va se forger dans l'écriture littéraire. Et elle écrit l'écriture, et ce qui lui importe le plus, elle parle du langage comme la matière première, le langage comme la pâte de couleur l'est pour la peinture. Elle écrit parfaitement dans le chantier littéraire tout ça. Et pourquoi ? Parce qu'on a bien compris que le langage a des effets sur la réalité sociale. Ce n'est pas échapper de la réalité sociale. D'où le fait qu'avec Sarah, vraiment, on n'a pas voulu dissocier les deux. Et d'ailleurs, dans chaque chapitre, on reprenait des extraits de tels, quand c'est le Poponax, les guerrières, Virgile Non, etc., pour ne pas dissocier les deux univers. Pour montrer aussi cet aller-retour permanent entre littérature et théorie, voilà, où Wittig dit que, en tant qu'écrivain, cette fois-ci minoritaire, évidemment, et pas écrivaine minoritaire, puisqu'il ne s'agit pas de construire une écriture supposément féminine, hein, évidemment, eh bien, elle est rentrée de manière oblique, comme tout ce qui caractérise la vie des minoritaires. C'est cette oblique, par effraction, mais aussi dans un point où elle bute contre la structure hétérosexuelle de l'espace littéraire. D'où l'obligation, tu parles du corps, effectivement, c'est pas une écriture désincarnée du tout. Elle le dit, c'est un corps à corps avec le langage. Autrement dit, ce corps à corps, c'est avec quoi ? Avec l'ensemble des présupposés hétérosexuels. Et elle va se poser un certain nombre de questions, comme tu t'es posé aussi d'ailleurs, toi, et dans ton travail aussi avec Michel Cos, c'est comment rendre une langue hospitalière alors qu'elle n'est pas hospitalière. Et j'aime beaucoup cette notion que tu utilises aussi dans tes travaux d'hospitalité de la langue. Voilà, ça vient dire beaucoup de choses, la question de l'hospitalité, d'ailleurs aussi. C'est pour ça que Wittig continue d'être une auteure très contemporaine, je trouve. Donc, le propos de Wittig, dans son écriture, c'est aussi de transformer les subjectivités.
Mais dans cette transformation des subjectivités, vous l'avez compris, on n'est jamais échappé du monde social. Donc, une fois la mécanique de domination démontrée, très bien. Et l'idée, c'est quand même aussi d'en partir. C'est pas d'y rester collé. Moi, c'est un peu la critique que je fais aussi en tout cas, je trouve la limite, voilà, très clairement, je vais le dire, de plusieurs pensées féministes, c'est de rester collé à l'intérieur, justement, des pensées modelant l'hétérosexualité. Et donc, il est nécessaire, certes, de comprendre comment le langage agit sur nos subjectivités, par justement les notions qui nient l'oppression, mais également de mettre à jour son fonctionnement, mais il est très important également de, au fond, se saisir d'autres univers pour justement se déplacer et prendre cette ligne de fuite. Voilà. Donc, pour Wittig, effectivement, le langage est un acte d'autorité qui vient dominer à la fois nos vies mentales et la matérialité de l'écriture, mais également, il permet aussi au groupe majoritaire de porter le sens de ce qui nous constitue. Donc, sortir de l'hétérosexualisation de la langue, ça veut dire aussi sortir des catégories hommes, femmes, mais également sexe, blanc, noir, race, différence, qui sont pour Wittig des matraques, elle le dit, des matraques qui frappent et blessent les sujets minoritaires. Donc, il s'agit de désexuer le sujet qui parle. Voilà. Et donc l'idée aussi, c'est que cette écriture puisse devenir aussi des instruments pour penser la libération collective. Et donc là, d'ailleurs, on pourrait peut-être voir deux temps, c'est-à-dire il y a un temps avec les guerrières que tu as citées tout à l'heure, qui est un cœur collectif. Il y a l'Opoponax, le corps lesbien, et après les autres textes qui correspondent aussi au moment de son départ, où on n'a plus ce cœur collectif qui résonne avec autant de force dans l'imaginaire littéraire. Mais en tout cas, c'est créer de nouvelles formes pour faire exister ce qui était innommé. C'est sortir, tu l'as dit tout à l'heure, des lacunes, d'ailleurs on peut faire un jeu de mots avec tout ça, et sortir. Et en cela, Wittig propose une vraie écriture politique, c'est-à-dire qu'elle nous propose des narrations qui sont inventées, mais dans lesquelles, alors qui ne sont pas inventées n'importe comment. On dit avec Sarah que Wittig propose une écriture révolutionnaire. C'est vrai, mais parce qu'elle transforme les textes classiques aussi. C'est pas la politique de la tabula rasa, c'est une vraie transformation de l'existant pour aller ailleurs. Oui, il y a tout le temps, justement, un rapport ce qu'on peut appeler à une tradition, un rapport à une tradition qui est la tradition des grands textes littéraires, que ce soit Dante, que ce soit... bon, je prends cet exemple, mais quand on lit aussi bien les guerrières, l'épopée, quoi, la forme de l'épopée, ou le corps lesbien, et dans le corps lesbien, justement, il y a ces fragments insérés qui sont les voix, qui sont aussi les voix avec lesquelles Wittig entre en interphonie, interécriture, je crois que... Et d'où aussi la question... Enfin, ce que dit Wittig quand elle dit « les pronoms ont toujours été la matière de mon œuvre ». Et pourquoi ? Parce que se nommer, c'est-à-dire qui a l'autorité de la nomination. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, en fait, c'est terrible, parce que ça remonte à Platon, cette histoire-là, de l'autorité. Socrate répond les hommes. Et donc, il s'agit aussi de désuniversaliser le sujet majoritaire. C'est-à-dire, c'est de construire aussi une autre forme d'écriture. Et tu parles du corps lesbien, pour donner un exemple qui me parle, mais puis après, on va laisser la salle à discuter entre eux aussi. Mais c'est la proposition, par exemple, dans le corps lesbien, d'un J oblique E. Et en fait, aussi, on peut le lire comme ça, c'est-à-dire à la fois la démonstration de la manière dont on est divisé par l'oppression. Donc il y a la question de la division par l'oppression qui, désignée par cet oblique, mais à la fois, la création d'un sujet lesbien
un sujet lesbien qui échappe à l'hétérosexualisation du monde. Oui, parce que dans la présentation, elle dit que c'est le signe d'un excès, ce qui peut paraître que la barre, c'est le signe d'un excès. Donc, voilà. Et ça peut paraître très... pas du tout, quoi. C'est pas contradictoire. C'est comme l'exaltation du sujet. Tout à fait, absolument. Bon, vous pouvez nous applaudir quand même, hein, mais... Donc, voilà, on a 10 minutes. Oui, alors. Oui, par rapport à cette histoire du langage, là, c'est pas un problème facile. Donc, les femmes qui aiment les femmes s'appelaient autrefois, je sais pas, homosexuelles. Après, elles ont essayé de s'appeler lesbiennes. Gwyn aussi, Gwyn, en reprenant le mot d'évaluer pour le transformer. Et puis, lesbienne aussi, voilà. Comment faudrait-il appeler les êtres humains qui ont, je sais pas, des seins, un utérus, voilà. Comment faudrait-il les appeler? Est-ce qu'il faut reprendre, je sais pas, meuf ou je ne sais quoi, un autre mot pour s'échapper de l'oppression? Comment faut-il faire? Après, justement, si on reste dans cet appareillage conceptuel, personne n'a à désigner ce qui serait la bonne désignation, la bonne catégorie. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que même dans les catégories là, que vous venez de citer, eh bien, par exemple, la catégorie homosexuelle, que évidemment je n'aime pas du tout, c'est une catégorie du 19e siècle, construite d'ailleurs en opposition à hétérosexualité et qui naît à l'intérieur d'une catégorie médicale et donc de pathologisation. Donc la question, c'est plutôt comment on se réapproprie des termes, par exemple lesbienne, qui devient, en tout cas dans le langage wittiguien, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est le lesbianisme, tu l'as dit Cathy tout à l'heure, mais aux avant-postes de l'humain, parce que justement, il y a cette idée que le terme, comme le corps lesbien, qui vient signifier la définition d'un corps, qui sort des bicatégorisations. En fait, c'est ça l'enjeu. Après, je ne sais pas quelle est la bonne ou la mauvaise formule, mais effectivement, si on se maintient à l'intérieur du langage hétérosexuel, on le perpétue, malgré nous. Et le problème, c'est pas juste une idée de mots, c'est que, en fait, ça perpétue aussi l'intériorisation des régimes d'oppression. Ça veut dire, si je suis d'accord, ça veut dire qu'il faut inventer d'autres modes de percevoir le monde. Et on les écrit. Enfin, je veux dire, il y a une écriture qui est l'écriture de cet imaginaire, enfin, parce que tout est lié, quoi. Moi, il me semble, enfin, ça, c'est un truc un peu, que la langue, c'est une phénoménologie, c'est-à-dire, au sens strict, c'est-à-dire que c'est à travers les catégories qui sont les catégories de la langue que le monde surgit. Et les corps. Donc, le travail, il faut le faire aussi là. Il faut le faire à ce niveau-là. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots de ce qui a nourri des auteurs, en fait, des références, que ce soit dans le champ scientifique ou littéraire, qui ont nourri la pensée de Monique Wittig? On en a cité quelques-unes là. Hein. Non. Alors, justement, je parlais pas du contexte en tant que tel, mais de son contexte historique vraiment immédiat, mais peut-être plus en amont de ce qui a nourri sa pensée quand elle était peut-être plus jeune, étudiante. Ah voilà, moi ça, j'ai pas d'éléments sur sa vie. Moi, je m'en suis tenue vraiment au texte d'archives. Mais oui, ouais. Oui, bien sûr, Nathalie Sarraute, oui. Et tout le nouveau roman, bien sûr. Il y a Benveniste au niveau du travail de la langue, bien sûr, Roland Barthes, voilà. Mais ça reste quand même dans cette même époque, en tout cas, d'influence intellectuelle et académique. D'avant, je ne pourrais pas vous répondre. Moi,
C'est pas d'avant, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Mais pour moi, fondamentalement, c'est Nathalie Sarraute. Wittig dit qu'elle ne voit plus le monde de la même façon dès lors qu'elle a lu, qu'elle découvre Nathalie Sarraute. Donc je crois que je pense que c'est bien de lire Wittig et de lire Nathalie Sarraute. C'est toute cette conception justement du langage, de la matérialité, de la plasticité, de ce que font les mots. Chez Sarraute, c'est voilà quoi. En tout cas, votre question elle est intéressante parce qu'elle permet aussi de souligner chose qu'on oublie parfois, mais c'est que en fait écrire, que ce soit d'ailleurs au niveau théorique ou littéraire, on n'est pas seul dans une époque, et c'est effectivement dans un espace collectif qui vient dire aussi quelque chose de cette époque. Et là, ce qui est très fort, c'est avec des échanges très concrets de travail. Oui. Merci. Deux petites remarques et une question. Donc, je me souvenais soudain d'une. Je crois que vous avez continué donc la phrase de Simone de Beauvoir, qui était donc "On ne naît pas femme, on le devient". Que j'avais découvert qu'en fait, elle avait remixé en fait une phrase de Erasmus qui était "On ne devient pas homme ou humain, on le devient", et qui lui-même avait remixé une phrase de quelqu'un d'avant, c'était "On ne devient pas chrétien, on le devient". Donc voilà, donc Simone, elle dit "On ne naît pas femme, on le devient", et 49. Et Monique Wittig, je crois 71, elle fait un cut-up, elle dit "On ne naît pas femme, point". Et je crois que vous, je ne sais pas si c'est vrai, je voulais vérifier avec vous, Natacha, si vous n'aviez pas continué en disant la phrase « on n'est pas femme ». Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais alors, en fait, j'ai dit, c'est vrai, c'est un article que j'ai écrit, oui, tout à fait. C'est un article que j'ai écrit qui est paru en 2009 dans la revue Genre, Sexualité et Société, où justement, je reprenais le dialogue Beauvoir-Wittig. Et j'ai écrit « On ne naît pas femme, on le devient, point de suspension, pas toujours ». C'est vrai. Et voilà. Et je dois dire, pour là aussi retracer l'histoire intellectuelle, que voilà, quand j'ai écrit cet article, aussi, Nicole Collen-Mathieu était très présente dans la relecture de cet article. Comme ça, vous savez tout. Merci. Et donc, j'avais... ce que m'évoque votre dialogue, et ça m'a fait penser ça aussi avec récemment Jules Falquet, qui est venu ici pour la présentation de son ouvrage La combinatoire straight, qui elle-même est aussi pétrie de Colette Guillaumin, qu'elle fait dialoguer avec des féministes d'Abya Yala, d'Amérique latine, comme Maria Lugones. Et pétrie de ce que fait en effet Jules Falquet, c'est vraiment la question de l'intersectionnalité, de la combinatoire, donc classe, genre, race, voilà. Il a été nommé plusieurs fois la référence aussi à la sexualité, à l'hétérosexualité, et en vous entendant parler, je me demandais si, parce qu'à un moment vous avez mobilisé le terme hétérosexualité dans deux endroits contradictoires dans le champ de l'énonciation, à savoir que si maintenant, dans ce cadre conceptuel que nous propose le cadre conceptuel wittigien, si on s'en tient à ça, l'hétérosexualité, hypothèse, est l'équivalent à l'hétérosexisme de ce qu'est la colonialité au colonialisme ou de l'impérialité à l'impérialisme. C'est-à-dire que on doit, si on est féministe, matérialiste, lesbienne, politique... Lesbienne, matérialiste, j'ai oublié de dire. Merci. Au fond, Wittig propose une pensée lesbienne, matérialiste. On doit absolument, par souci d'arrêter avec le confusionnisme que produit l'androlecte, selon le terme de Michel Causse, on doit absolument bannir le terme hétérosexualité pour valoriser quelque chose qui serait une certaine orientation, attirance. Ce n'est absolument pas de quoi il s'agit dans le cadre conceptuel du coup wittigien que vous venez de présenter de façon extrêmement fluide et claire. Et en fait, du coup, de fait, je me demande aussi à la lecture de Michel Causse, qui, elle, pense qu'il n'y a pas deux sexes, qu'il n'y en a qu'un seul, qui même, je me dis même, c'est ce mot de hétérosexualité, que dans l'hétéro, on entendrait l'autre, en fait,
en fait, c'est même pas ça. En fait, il est probable qu'en fait, ce soit une sorte de une homosexualité, en fait, voire même juste d'une sexualité terme qu'on a complètement banalisé, mais c'est comme si on utilisait tous les jours le mot racialité pour parler de relations sensuelles, d'amour, etc. Et c'est ça aussi qui c'est hyper grave. C'est-à-dire qu'on a complètement banalisé le terme de sexualité qui est fondé sur le latin sexus, divisé, séparé, fragmenté, et qui est en fait au quotidien un continuum qui fait que le même acte, dans le cadre consenti, est le même que l'acte d'un viol, par exemple. La sexualité est extrêmement ambiguë et perverse, globalement. Et même Jules Falquet n'a pas une perspective critique de ce terme. Elle pense qu'il y a des sexualités qui sont violentes et des sexualités qui ne sont pas violentes. Elle n'a pas une perspective, justement, sur un concept qui fait partie de cet ensemble. Et donc, de faire dialoguer, arrêter de parler de sexualité comme quelque chose de neutre et qui en aurait une bonne ou une mauvaise. Le cadre même de la sexualité est l'équivalent pour le sexisme de ce qu'est la colonialité pour le colonialisme, l'impérialité pour l'impérialisme et la racialité pour le racisme. Donc, à partir de là, j'avais une question. Je me suis dit, accrochons-nous. Où va-t-on ? Je voulais vérifier avec vous. Mais oui. J'avais vérifié avec vous si, en effet, Wittig, qui est encore ayant coécrit l'hymne des femmes, en mobilisant la métaphore de l'esclavage, alors qu'elle connaissait... est-ce que c'était avant Colette Guillaumin qui nomme le sextage justement pour différencier l'expérience du sextage, du servage et de l'esclavage, pour dire la spécificité de ce qu'est l'appropriation collective, non pas sur la base de la race, mais du sexe. Est-ce que du coup, Wittig, peut-on faire une critique de Wittig en tant qu'elle n'avait pas encore advenu à la pensée intersectionnelle? Elle avait juste fait l'intersection entre classe et sexe. Elle n'avait pas pensé la question de la race. Voilà. Est-ce que vous, dans attendez, je vais y aller, parce que voilà. Déjà, c'est énorme. Lancez-vous. Lancez-vous, Natacha. D'abord, non, elle ne fait pas une analogie. Ça, c'est pas vrai. Elle ne fait pas une analogie entre sexage et esclavage. Et elle distingue bien les trois régimes d'oppression. Qui ah, oui. Colette ou Monique? Colette Guillaume, assurément. Colette, et Wittig aussi. Et Wittig aussi, elle fait la distinction entre les trois régimes d'exploitation et qu'on peut d'ailleurs différencier aisément. Voilà, l'esclavage, c'est effectivement un régime d'exploitation qu'on peut dissocier des régimes d'extermination, par exemple sous le nazisme, et la différence avec aussi la question des pratiques coloniales. Mais vraiment, elle ne fait pas d'analogie, elle les distingue bien. Alors attends, parce qu'il faut que je souffle pour répondre. Attends. Elle va t'épuiser, elle. Voilà, attendez. Après, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, intersectionnalité. Et moi, ça voilà. Pourquoi des fois, ça m'énerve un peu. Pourquoi ? Parce que, alors, intersectionnalité, bon, pour tout le monde, je vais le dire parce qu'on ne va pas faire un dialogue à deux, l'intersectionnalité est un concept quand même qui vient de Crenshaw, qui est une auteure états-unienne. Et en fait, c'est pour rendre compte, essayer en tout cas, de trouver des élaborations théoriques et en termes de droit. C'est un concept issu de la question du traitement du droit et du traitement juridique. Aux États-Unis, pour être très clair, c'est-à-dire comment on peut rendre compte devant un tribunal qu'on a subi des discriminations qui doublent racisme et sexisme, pour le dire très simplement. Et donc Crenshaw, elle propose cette théorie de l'intersectionnalité pour que dans le langage du droit états-unien, on puisse trouver aussi une lecture non pas superposable, mais multiple des discriminations. Ce qui est d'ailleurs vrai dans le droit français. Vous pouvez être victime de violences, eh bien, vous serez pas, les juges n'intégreront pas la question du racisme qui peut être articulée à ces violences sexistes. Bon, ça c'est une chose. Donc ça c'est l'intersectionnalité, en tout cas dans ses fondements théoriques. Ça date des années 90. C'est avant les théories matérialistes. Mais du côté matérialiste,
D'ailleurs, toutes les matérialistes, quelle que soit leur divergence, n'ont jamais pensé les groupes sociaux en termes homogènes, que ce soit les groupes de race, les groupes de classe, les groupes de sexe. Que ce soit Daniel Kergoat, Christine Delphi, Guillaumin, etc. Et en fait, celle qui propose un concept qui est majeur, c'est Daniel Kergoat, pour penser la question de la consubstantialité des rapports sociaux. Et la consubstantialité des rapports sociaux ne se réfère pas à, là aussi, une multiplicité d'oppressions pour des individualités, mais en fait, c'est pour signifier la manière dont les rapports sociaux, et alors Kergoat, c'est une sociologue du travail, donc par le travail, eh bien, on ne peut pas penser la question des rapports sociaux sans comprendre la consubstantialité de ces rapports sociaux, mais par l'analyse du travail. Donc, qui étant la question du travail non mesurable, du travail mesuré par un salaire, etc., etc. Donc, les matérialistes ont abordé cette hétérogénéité dans l'analyse sociologique de ces rapports sociaux, puis ça a été conceptualisé par Kergoat, par consubstantialité. Et je trouve que la pensée straight, justement, la force de la pensée straight, c'est qu'elle peut s'appliquer en termes du cadre conceptuel pour penser plusieurs phénomènes sociaux, et pas que la question, justement, des classes de sexe. Je peux pas dire le projet puisque c'est quelqu'un qui va sous ma direction proposer un postdoc, mais en tout cas cette personne travaille sur les catégorisations et l'usage des catégorisations de race dans la presse française ces 10 dernières années et qui va l'analyser à partir du cadre conceptuel de la pensée straight. C'est pour ça que dans le livre on a écrit un chapitre qui s'appelle La race n'est pas ce que l'on croit et où on fait dialoguer Wittig et Guillaumin. Oui, moi c'était simplement pour répondre à Flo, à propos de l'usage, qui est l'usage de l'analogie. Tu comprends ce que je veux dire, Flo? C'est-à-dire que non, je veux dire que par rapport à ce qu'on dit à des analogies qui sont perçues comme telles, notamment chez Wittig. Quand Wittig dit les lesbiennes, ce sont des marronnes, des esclaves marronnes. Bon, je pense que on l'a vu, il y a justement une interrogation qui est une interrogation sur la légitimité, c'est ce que je voulais dire en parlant de l'usage de l'analogie, quelle est la légitimité d'user d'analogie pour penser des registres, enfin, des groupes qui sont des groupes totalement différents, économiquement différents, en fait, etc. Alors, voilà, ça je pense qu'il faut toujours l'interroger. Tu dis c'est le même rapport que l'impérialité. Voilà, moi, il me semble que théoriquement, épistémologiquement, en tout cas, ça pose question. Je renvoie à un très bel article d'Olivier Ferré, qui est un spécialiste de l'encyclopédie et du XVIIIe siècle, et qui a travaillé la différence d'ailleurs entre ce qui est homologie, homo-analogie. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça touche des choses aujourd'hui, à mon avis, qui sont très importantes. Et notamment le fait qu'au XVIIIe siècle, il y a chez Rousseau, mais enfin chez les philosophes politiques, une sorte d'analogie qui est faite entre le père, le chef politique. Enfin, il y a des analogies. Alors, voilà. Quelle est la légitimité? Est-ce qu'elle ne nie pas précisément l'être de ce qui est mis en analogie? Voilà. Et l'autre élément important, c'est que les catégories n'ont de réalité qu'en prenant en considération les contextes sociaux dans lesquels on se trouve. Je vais vous donner un exemple que je sais un peu controversé, mais c'est fait exprès. Aujourd'hui, c'est pas grave. Je sais, mais c'est pas... on parle de la blanchité des Juifs dans le contexte contemporain. Ça vient dire quoi, la blanchité des Juifs? Voilà, c'est quelque chose d'assez répandu. Supposément, tous les Juifs sont des Blancs.
Donc, quand on dit tous les juifs sont des blancs, ça veut dire, et je parle en tant que lesbienne juive et de gauche, ça veut dire, eh bien, tous les juifs détiennent le pouvoir, etc., etc., etc. Donc, sont les oppresseurs. Et il faut se méfier, parce que c'est une forme aussi d'essentialisation des catégories. Et donc, moi, les théories de la blanchité, par exemple, je suis assez critique. Parce que, alors ça ne veut pas dire, mais il faut dire, selon les contextes sociaux dans lesquels on se trouve, c'est qui détient les rapports d'oppression. Et donc, qui assigne, qui ordonne. Mais ce n'est pas des catégories figées en soi. Mais qui est l'autre différent du majoritaire? En fait, c'est ça la question fondamentale. Mais à l'intérieur d'une organisation collective. Voilà. Ce n'est pas une somme d'individualités. Peut-être qu'on va... Mais en effet, le terme de racialité, lui, est plus vaste. Et en effet, les personnes juives ont été racisées. Mais concernant, en tout cas, l'usage du marronnage, juste pour aussi donner la profondeur... Non, mais pour la profondeur historique du truc, qu'à chaque fois, chaque catégorie critique l'usage de la métaphore. Mais quand les personnes, en effet, critiquent l'usage du marronnage, des esclaves marrons reprises par Wittig dans la métaphore, en effet, des lesbiennes marronnes qui auraient fui les hétérosexualités. En fait, quand on regarde l'histoire du mot marronnage, il a d'abord été appliqué aux animaux marrons, les animaux nés en cage, élevés sous domestication, qui se sont féralisés, donc animaux marrons. Donc ça veut dire qu'on oublie aussi que le référent premier, c'était les animaux. Et il y a aussi, dans pas mal de catégories de critiques des oppressions, un grand spécisme qui fait qu'aussi on oublie qu'il y a d'autres catégories dominées comme les animaux. Et là, par contre, ça pose aucun problème de récupérer des métaphores quand le référent premier est une personne animalisée. Je suis d'accord, mais ça, on ne peut pas faire le reproche à Wittig là-dessus parce que... Alors, ici et ici. D'accord. Natacha, tout d'abord, merci et bravo pour ce travail et cet exposé brillant. Je t'ai connu bébé et franchement, maintenant... J'ai écrit mon mémoire de Master 1 chez Caroline. Maintenant, je découvre la grande professeure. Moi, je voulais parler je voulais poser une question en tant que néophyte. Y a-t-il une pensée queer? Et si oui, comment se confronterait-elle avec la pensée Wittig selon ton travail et tes réflexions? Bon, je vais répondre un peu rapidement, mais j'ouvre une perspective. Bon, la perspective que j'ouvre, c'est que, à la demande des éditions CNRS, avec 2 de mes doctorantes et une de mes post-doctorantes maintenant, nous sommes en train de rédiger une anthologie des féminismes matérialistes qui sortira l'année prochaine et dans lequel il y a un chapitre queer et matérialisme. Bon, nous sommes à l'état d'écriture, donc je ne répondrai pas à l'étendue de la discussion. Ce que je peux dire, et vraiment là, voilà, moi je suis assez critique quand même des théories queer. Je pense que celle qui me semble faire le pont plus avec Wittig, c'est Doloretis, qui a beaucoup travaillé sur les questions de représentation, de scène culturelle, etc. Moi, la critique que je fais notamment à l'égard... je n'ai pas envie de personnaliser d'ailleurs les textes, peu importe. Mais en tout cas, à une certaine théorie queer, parce qu'il y a plusieurs tendances aussi. Et puis, il y a une hybridité des théorisations ces 10 dernières années qui complexifie aussi la discussion. C'est pour ça que je ne répondrai pas comme ça facilement. Aujourd'hui, il y a des théories matérialistes trans, il y a des théories... Voilà, donc bon, ça fera l'objet de cette écriture pour l'année prochaine. Je présenterai, si vous voulez, l'anthologie, mais avec mes doctorantes aussi. Voilà, le principal reproche, en tout cas, qu'en ont fait, par exemple, je pense au merveilleux texte de Nicole-Claude Mathieu sur Madonna, qu'on a publié d'ailleurs avec Claire Michard dans Lesbianisme et Féminisme, Histoire politique, c'était quand même une perspective individuelle des rapports, justement, où les rapports sociaux étaient écartés au profit d'une analyse plus centrée sur les individus. Et alors après, il y a aussi des logiques disciplinaires, mais c'est des théories, en tout cas dans les années 90, qui étaient quand même plus construites à l'intérieur du sillage foucaldien, et donc de penser la question des résistances dans l'interstice, et donc une analyse plus en termes de normes que d'organisation sociale.
D'où le fait qu'il y a, en tout cas dans ces époques-là, il y a une vraie controverse, je dirais même une vraie opposition théorique et politique entre ces matérialistes-là et ces théories queer-là. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, il y a aujourd'hui des approches qui veulent discuter matérialisme et queer dans une critique, par exemple, de l'organisation capitaliste et ce que ça produit sur les corps. Voilà. Donc là aussi, c'est à situer dans les époques dans lesquelles on se trouve, dans les discussions dans lesquelles on se trouve. Je reste un peu vague, mais c'est volontaire parce que c'est à l'état de discussion. Voilà. Mais ça laisse une perspective. Merci bien pour votre exposé. Moi, ma question, elle est toute simple parce que je ne connais pas trop bien le sujet. Mais est-ce que vous avez un retour d'expérience sur l'ex-Union soviétique, là où il y avait le matérialisme dialectique et là où il y avait le marxisme? Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a un retour, la condition de la femme dans ce pays-là? C'est une expérience intéressante. J'ai pas entendu la fin, pardon. C'est une expérience intéressante pour voir la condition de la femme dans le cadre du marxisme-léninisme. Oula, alors... Ah oui. Non, mais juste un peu, parce qu'on aimerait bien savoir... sinon, c'est quoi, en fait? C'est la démocratie qui va régler la question sexuelle ou qu'est-ce qui va régler le problème de cette différence? L'abolition de l'hétérosexualité comme régime politique et l'abolition de tous les fascismes. Voilà. L'ouvrage de Natacha Chetcuti-Ossorowitz et de Sarah Garbagnoli, La pensée Wittig, une introduction, est publié chez Payot Rivage. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 16 avril 2025, dans le cadre de la dernière édition du Printemps lesbien, qui se tenait du 3 au 19 avril. Réalisation et mise en onde, Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.